Cet après-midi, nous allons ouvrir le sujet sur les organisations de manière générale et les normes en leur sein. Et on va commencer directement avec Roland Gori, qui est en direct depuis Marseille. Je lui laisse la parole. C'est à vous, Roland. Merci à Marie-Ange Additionne de leur accueil nous avions convenu que j'interviendrais sur le thème « Les normes favorisent-elles ou inhibent-elles la créativité ?» Alors écoutez, plutôt que de vous faire un long discours sur les dérives et les effets pervers des normes et des évaluations aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter une de mes histoires préférées, l'histoire des Francis. C'est l'histoire de deux citoyens qui s'appelaient Francis. L'un était prêtre, l'autre était chauffeur de taxi. Et ils habitaient le même village. Alors, le hasard fait qu'ils meurent le même jour. Et donc, ils se présentent tous deux devant le Seigneur. Francis, le chauffeur de taxi, passe en premier. Le Seigneur consulte ses registres et lui dit « Va, mon fils, tu as mérité le paradis. Voilà ton bâton en platine et ta tunique d'argent. » Arrive ensuite Francis le prêtre. Le Seigneur consulte ses registres et lui dit « Va, mon fils, tu as mérité le paradis. Voilà ton bâton en chêne et ta tunique de lin. » Alors, Francis le prêtre est un peu surpris. Il interpelle le Seigneur. Il lui dit « Seigneur, il va y avoir une erreur. Enfin, je ne voudrais pas dire du mal d'un concitoyen, mais l'autre Francis, je le connais bien. Nous sommes du même village. Il a mené une vie dissolue. Il est athée. Il picolait. Il blasphémait. Il se disputait avec tout le monde. Il conduisait comme un dingue. Il avait de multiples accidents. Il a terrorisé tout le village toute sa vie par sa conduite. Et moi, j'ai mené une vie exemplaire, chaste, fidèle, sobre. J'ai donné tous les sacrements à cette population de mécréants. J'ai célébré la messe tous les dimanches. J'ai servi votre foi. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous lui donnez à lui un bâton en platine et une tunique d'argent, et à moi un bâton de chêne et une tunique de lin. Il doit y avoir une erreur. Alors, le Seigneur consulte de nouveau son registre et lui dit « Non, mon fils, il n'y a pas d'erreur. Nous avons changé notre mode d'évaluation. Nous procédons aujourd'hui de manière plus objective, avec des chiffres, et grâce à des indicateurs standardisés de performance, nous décidons. » Alors, il se fait que chaque fois que tu célébrais la messe le dimanche, tout le monde s'endormait, alors que lui, chaque fois qu'il conduisait, tout le monde priait. Je crois que plus qu'un long discours, vous avez bien compris ce que j'entends par passion de la norme, et en particulier gouvernement par les chiffres. Depuis plus d'un demi-siècle, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, une transformation de la pratique de la loi s'est opérée. Et elle conduit à ce que l'un des plus grands juristes français, Jean Carbonnier, nomme une passion du droit, une passion inflationniste, une enflure du droit. Un droit français qui ne se limite pas à des textes d'autorité, mais qui s'étend à ce que les juristes nomment le droit mou, jurisprudence, recommandations, règles de bonne pratique, avis divers et variés, charte de bonne conduite, etc. Bref, un ensemble de règles qui, pour ne pas se présenter comme obligatoires, incitent, prescrivent des comportements standardisés, des protocoles de conduite qui limitent la créativité des citoyens. Jean Carbonnier, le doyen de la fac de droit, s'est inquiété de cette inflation du droit et des normes et il a écrit « Les textes qui nourrissent le plus le phénomène, décrets de ministère, normes de Bruxelles, doivent à leur origine bureaucratique d'ajouter à l'inflation quantitative une sorte d'inflation qualitative rhétorique. D'où tant de minutie qui auront force obligatoire. L'inflation se grossit d'enflure. » Sous cette dégradation de la forme se devine quelque chose d'infiniment plus grave, un changement profond dans la nature de la loi. Ce n'est plus la proclamation d'une règle générale et permanente, c'est un procédé du gouvernement ou de gestion, une sorte de note de service à réitérer et à réadapter sans répit. Alors, vous le savez, les choses ne se sont pas arrangées depuis 20 ans, date de publication de l'ouvrage de Jean Carbonnier. Nous baignons aujourd'hui dans un océan de normes dans lequel notre subjectivité, notre créativité sont peut-être naufragées. Les normes, ça constitue, au dire du médecin philosophe Canguilhem, la somme des exigences imposées à des existences. Et la somme de ces exigences n'a cessé de croître, de s'étendre et d'insérer nos existences dans un réseau de plus en plus serré de contraintes, limitant nos libertés et nos initiatives.
C'est, vous vous en souvenez, ce que le philosophe Michel Foucault appelle l'extension sociale de la norme. L'émergence de cette densification normative ne cesse d'envahir les sphères du social et de l'intime, au point que la force des normes, cette force de la forme, comme disait le sociologue Pierre Bourdieu, légifère la plupart de nos conduites et contraint à la soumission sociale, à la servitude volontaire. Ces dispositifs de normalisation sociale procèdent par un enchaînement d'actes et de procédures, d'un principe d'orthodoxie, d'une théologie, disait Pierre Bourdieu, que l'on appelle l'État, et ce, quel qu'en soit le régime. L'État code et classifie le monde commun à l'aide de catégories qui ne sont pas simplement des catégories sociales, mais qui sont aussi des catégories mentales, des habitus. Ces chaînes d'action et de pensée, ces habitus, labourent le champ du social dans lequel se fabriquent les règles qui construisent les subjectivités et qui viennent légitimer les manières de manager. Les liturgies sociales qui aujourd'hui nous conduisent à devoir adhérer aux normes s'appellent évaluation, ce que j'appelle moi les néo-évaluations, puisqu'on a toujours évalué, mais aujourd'hui on évalue de manière différente par justement des indicateurs quantitatifs de performance comme au paradis. Alors ces évaluations, elles quadrillent tous les secteurs du champ social et elles forcent les agents sociaux à une véritable servitude volontaire. Ces règles de l'évaluation contraignent à adhérer à des métaphysiques et à des morales définissant la valeur comme, je dirais, selon la religion capitaliste et néolibérale. Ces évaluations, elles sont faussement objectives car elles se prévalent des chiffres et elles oublient sans doute ce que Alfred Sauvy, grand statisticien et démographe, disait. Il disait « Les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent toujours par avouer ce qu'on veut leur faire dire. » Alors, les évaluations de nos pratiques professionnelles aujourd'hui tendent à considérer la qualité d'une action comme une propriété émergente de la quantité, d'approbation et de sa conformité à un protocole. Cette évaluation, elle fait prévaloir la forme sur le fond, elle valorise les moyens plutôt que les fins, elle se fie à l'apparence et à la réputation plutôt qu'au travail et à la probité, elle préfère l'audience, c'est une logique d'audimat, elle préfère l'audience au mérite, elle opte pour le résultat à court terme plutôt que le courage à long terme de la vérité, elle choisit l'opportunisme plutôt que la pensée critique étendue dans la durée, elle pratique la com, pour le dire autrement, plutôt que la réflexion sur le temps long, elle se fie à la sécurité des procédures et des protocoles plutôt à reconnaître la portée de l'invention. Et nos évaluations, qui sont des scores, c'est-à-dire on demande aux gens d'atteindre des scores, non pas de résoudre des problèmes, mais d'atteindre des scores, j'y reviendrai par rapport à la faculté, à la recherche ou à l'hôpital. Et donc elles oublient quand même une loi bien connue en économie, la loi de Charles Goodhart, qui disait « lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure ». Toutes les évaluations aujourd'hui tendent à reposer sur la conformité à des scores qui, de mesure, tendent à devenir des objectifs. Tarification à l'activité à l'hôpital, taux d'audience dans les médias, impact facteur des revues dans la recherche, pourcentage de mention au baccalauréat pour les lycées, pourcentage de réussite au test scolaire dans le primaire ou le secondaire. Donc ce type d'évaluation se veut utilitariste, mais finalement, et c'est à cela que je veux en venir, elle favorise ces jumeaux que sont l'imposture et le conformisme. Elle joue sur les apparences et donc elle sèche le potentiel créateur. À partir du moment où les évaluations sont quantitatives, formelles, procédurales, les professionnels, ils s'adaptent finalement à ce que les normes, n'est-ce pas, leur demandent sans mobiliser leur potentiel créateur. Les professionnels répondent à l'obligation des scores, ils font du chiffre et ils adoptent des stratégies absurdes. Je renvoie au travail de Christian Morel, dont je n'ai pas le temps là de parler. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ce n'est plus au regard de la religion ou de la loi que l'imposteur va prendre ses marques, va se fabriquer, va mettre en œuvre ses tartufferies, il va passer par le champ de tous ces protocoles, ces rituels, pour les appeler, comme les appellerait le philosophe Walter Benjamin, tous ces rituels de certification, d'accréditation diverses et variées. Certifications qui ne font que normaliser des existences, qui les contraignent, qui leur imposent des modes de visibilité sociale, des rituels de reconnaissance et de mépris, dans le champ desquels l'imposteur est très à l'aise et dans lequel, n'est-ce pas, l'imposteur puise ses mises en scène et joue son drame.
La certification, c'est le dispositif dans tous les domaines les plus fréquemment pratiqués pour apparaître et être reconnu dans cette société de spectacle que constituent nos scènes sociales. La certification, elle produit de l'évaluation. Elle n'a bien souvent pour toute réalité que celle des apparences qui fabriquent des croyances qu'elle partage avec la religion et dont l'efficacité symbolique est d'autant plus redoutable que leur discours détient la puissance du performatif. Lorsqu'on classe une équipe de recherche comme meilleure, il va de soi que ceux qui la composent vont eux-mêmes devenir des experts qui vont expertiser les autres équipes de recherche et donc produire en quelque sorte une cohésion sociale, une complicité active qui va se reproduire et d'ailleurs rendre d'autant plus meilleure, bien sûr, l'équipe qui avait été reconnue déjà au maximum. Donc, si vous voulez, ces évaluations, elles passent par des biais cognitifs, elles passent par des biais moraux, elles passent par des biais politiques et institutionnels. Elles se fondent aujourd'hui sur les apparences, le spectacle, les scores, et donc elles favorisent, je le répète, le conformisme et l'imposture. Alors, conformiste et imposteur des frères jumeaux, c'est de cela dont Marie-Ange notamment m'avait invité à parler. Donc, je vais parler des conformistes et imposteurs des frères jumeaux. Pour Guy Debord, le spectacle constitue, je le cite, l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence, comme une négation de la vie qui est devenue visible. Donc la force, si vous voulez, de l'analyse de Guy Debord dans sa société du spectacle, c'est de considérer que cette étoche de l'apparence est indispensable au capitalisme pour pouvoir transformer l'ensemble des activités des produits sociaux en marchandises d'abord et aujourd'hui en valeurs monétaires dévitalisées. La fausse conscience qui en résulte, la réification qu'elle produit sont nécessaires à la survie du capitalisme. Donc ceci pour dire aussi que le mode d'évaluation aujourd'hui, il est consubstantiel à un type de société. Alors, le spectacle, c'est-à-dire la visibilité sociale, est une drogue. Et là, du coup, nous nous trouvons au cœur des machines de la société du spectacle. La marchandise ou son équivalent en produit financier, ou le nombre de likes reçus comme produit auquel le sujet s'aliène, voilà donc la nouvelle drogue. La marchandise en tant que drogue constitue le fétiche par lequel se trouve excommunié l'altérité, répudier l'autre qui altère ma contemplation narcissique. Ici gît la force subjective des humains qui les conduit à consentir à leurs propres aliénations sociales, à leur apathie dans les relations sociales et finit par les transformer en consommateurs de leur propre vie. Le besoin du produit, le besoin du like, spectacle ou marchandise, tend à se substituer au désir en rapport avec l'autre. À ce titre, nous devenons tous addicts dans une société du spectacle où la marchandise est parvenue à l'occupation totale de la vie et où le spectacle est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Et donc, pour parvenir à moindre frais à satisfaire nos addictions aux marchandises ou aux likes, nous procédons par des jeux d'apparat et d'apparence, ce qui nous conduit à l'imposture des évaluations fondées sur le quantitatif et le formel, et donc à nous aligner sur les normes qui sont exigées. Nous faisons semblant pour pouvoir figurer au palmarès des scènes sociales. Peu importe que l'information que nous communiquons soit vraie ou fausse, on l'a vu à propos de la pandémie d'ailleurs, pourvu qu'elle se vende, pourvu qu'elle soit cotée à la logique d'audimat des palmarès des opinions, dont le principe même est celui des logiques de marché financier. Donc nous vivons, si vous voulez, dans une société spéculative, financiarisée, au sein de laquelle les acteurs tentent de vendre et d'obtenir du crédit à partir de ce qu'ils disent ou à partir de ce qu'ils font. Par exemple, la survie des chercheurs dépend toujours plus aujourd'hui de leur audience médiatique ou éditoriale que du consensus communautaire que leurs travaux pourraient obtenir. La valeur ne dépend plus du champ propre à la recherche, mais toujours davantage des supports de publication qui la rendent visibles, qui les font apparaître. Ce sont donc des impact factors, c'est-à-dire les taux de citation des revues, dans lesquels ces travaux sont publiés, qui déterminent la cote d'un chercheur, l'argus des chercheurs, et davantage que l'originalité de leurs résultats de recherche. Lorsque la valeur d'un chercheur est conditionnée à la réputation du journal qui le publie, ce n'est plus le chercheur, ce n'est plus sa recherche, ce n'est plus sa communauté qui sont créateurs de valeur, mais ceux qui décident de la publication, l'éditeur et ses clones. John Ioannidis a montré que 75% des publications scientifiques en médecine étaient biaisées pour exagérer l'importance et l'intérêt de la publication. Donc on sait aussi par ailleurs que la plupart des publications scientifiques ne sont pas lues par les chercheurs, mais c'est normal,
elles ne sont pas faites pour être lues et communiquées, elles sont faites pour accroître l'impact facteur des revues et des chercheurs. Elles sont faites pour être publiées, pas pour être lues. Donc, vous voyez, notre type de société qui s'est bureaucratisé, et je pense au travail de David Robert sur justement l'importance de la bureaucratie dans nos sociétés néolibérales, n'est-ce pas? Dans une société bureaucratique au sein de laquelle le pouvoir de la loi s'estompe au profit d'une norme produite par un système de visibilité, de surveillance, de contrôle et de correction des individus qui réduit toujours davantage leur créativité. Il n'aurait plus demandé de penser, il n'aurait plus demandé d'inventer, mais de s'adapter toujours plus à la force et à la densité des normes quantifiées. Une adaptation parfaite est finalement celle des machines et des robots qui accomplissent justement les comportements prescrits par ces modes d'emploi que sont les protocoles standardisés et les programmes taylorisés. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que le spectre de Taylor règne encore dans toutes les entreprises et les services publics, du soin, de l'enseignement, de la recherche, de la justice, de la police, de l'information. En gros, nous avons une existence taylorisée. Les professionnels, et cela, quel que soit leur niveau hiérarchique, du professeur d'université, chirurgien digestif, n'est-ce pas, jusqu'au secrétaire administratif d'un laboratoire, en passant par l'équivalent du facteur, etc., du postier, tous les professionnels, quel que soit leur niveau hiérarchique et leur statut, sont prolétarisés en tant que leur savoir-faire, leur savoir, leur créativité se trouvent confisqués par des modes d'emploi prescrits par des protocoles et des normes établies. Ça produit une souffrance que l'on connaît, qui est bien identifiée aujourd'hui, ça conduit à une destruction de la créativité. Il a fallu, par exemple, au moment de la pandémie de Covid-19 en France, qu'il y ait une faillite des gestionnaires, qu'il y ait une faillite des technocrates qui dirigent les hôpitaux, pour que les soignants puissent faire tranquillement leur métier, tranquillement une manière de parler bien sûr, et retrouver le goût de l'honnêteté professionnelle. Ça n'était pas de l'héroïsme, contrairement à ce qui a été dit, c'était retrouver la force du métier, retrouver la force de sa créativité face à la débâcle des clientèles technico-financières qui habituellement empêchent justement la créativité artisanale des soignants. Cette créativité retrouvée, elle est justement le propre même de l'exigence éthique des professionnels. Marc Bloch, l'historien, dans L'étrange défaite de la France en 1940, rappelle que la véritable discipline militaire n'est pas l'héroïsme. Elle n'est autre, dit-il, que la prolongation des vertus civiles et une forme de conscience professionnelle. Faire preuve de courage, écrit encore Marc Bloch, c'est pour le soldat proprement faire son métier. Un honnête garçon a-t-il dans la vie courante coutume de remplir exactement sa tâche quotidienne, à l'établi, au champ, derrière un comptoir, et oserais-je ajouter à la table de travail de l'intellectuel, il continuera tout naturellement, sous la bombe ou la mitraille, à s'acquitter avec la même simplicité du devoir du moment. Donc, vous voyez, ces phrases, bien sûr, de Marc Bloch résonnent étrangement avec ce que nous avons connu, ou encore ce que dit Camus dans La peste par la bouche du docteur Rieu. Pour rien au monde, je ne voudrais vous détourner de ce que vous allez faire, qui me paraît juste et bon. Il faut cependant que je vous le dise, il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout cela, il s'agit d'honnêteté. C'est une idée qui peut faire rire, mais la seule façon de lutter contre la peste, c'est l'honnêteté. Je ne sais pas ce qu'elle est en général, mais dans mon cas, je sais qu'elle consiste à faire mon métier. Eh bien, faire son métier, c'est justement mobiliser cette créativité, mobiliser cette responsabilité artisanale et artistique des professionnels, comme par exemple, cela a été promu par le mouvement Art and Craft de William Morris, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, se trouve complètement compromis, complètement déconstruit par cette folie sociale des normes que l'on appelle évaluation. William Morris déjà déplorait, je le cite, la principale accusation que j'ai à formuler à l'encontre de l'état actuel de la société est d'être fondée sur le travail sans art, ni le bonheur de la majorité des hommes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dirait encore aujourd'hui, où la taylorisation des tâches, la fragmentation des actions, la rationalisation des conduites s'est étendue à l'ensemble des métiers, encore une fois, quel que soit le statut. L'inflation des normes s'étend à l'ensemble des règles qui quadrillent les populations et qui les enserrent, n'est-ce pas, dans une densification normative insupportable. Et il faut bien entendre que c'est une politique. C'est une politique, n'est-ce pas, que l'on connaît, c'est une gestion algorithmique
de nos comportements. Et par exemple, je ne vais pas en parler là, mais la Chine a mis au point dernièrement un dispositif de tyrannie algorithmique, de tyrannie numérique des comportements absolument incroyable. Jamais même Orwell n'aurait pu en rêver. Donc l'État néolibéral procède aujourd'hui, comme hier d'ailleurs les États communistes, par une utilisation perverse des chiffres, des statistiques pour pouvoir gouverner. C'est d'ailleurs ce qui fait, nous dit le grand statisticien que fut Nérosière, n'est-ce pas, que les chiffres finissent aujourd'hui par avoir mauvaise réputation, comme hier, n'est-ce pas, dans le cas de la statistique soviétique. Alors que naguère en démocratie, la statistique était plutôt considérée comme une science au service de l'émancipation sociale et de l'intérêt collectif, elle apparaît aujourd'hui comme un moyen normatif de contraindre, de soumettre et de gouverner, n'est-ce pas, les individus. Elle s'est donc transformée en vision néolibérale du monde et en dispositif de servitude volontaire. Et là encore, c'est l'État qui se porte garant et volontaire de cette nouvelle civilisation des mœurs. Alors, je crois que c'est très important, enfin de mon point de vue en tout cas, de reconnaître à l'État et au social leur participation à la fabrication des structures mentales de l'individu. Ce n'est pas simplement, encore une fois, des normes sociales. C'est-à-dire que nous avons tendance, si vous voulez, à incorporer, à introjecter, à mettre entre cuir et chair, n'est-ce pas, les normes que nous pouvons acquérir sur les scènes professionnelles, à partir de quoi, justement, ces normes, elles deviennent des habitus, elles deviennent des manières de penser, et ensuite nous tendons à les actualiser, quelles que soient, si vous voulez, les scènes sociales. C'est comme ça qu'aujourd'hui, par exemple, les gens vont sur des sites de rencontres de la même manière qu'ils vont, n'est-ce pas, un entretien d'embauche, ils vont se faire embaucher érotiquement en mettant en avant leur performance, leur capacité, leur qualité. Donc, pour le dire plus simplement encore, vous voyez, le rabotage des comportements, la traque des anomalies, la contrainte des protocoles, la taylorisation des métiers, en premier lieu du métier de vivre, la valeur réduite au score, ça conduit à l'imposture, ça conduit au conformisme, ce qui sont les deux maladies sociales de notre modernité. Alors bien sûr, cela ne veut pas dire que nous pouvons nous passer de règles et de normes, pour en revenir à la question. Émile Durkheim avait parfaitement montré que certaines sociétés étaient plus suicidogènes que d'autres, et en particulier les sociétés anomiques, c'est-à-dire où les normes régulatrices manquaient pour permettre l'intégration et la régulation sociale. C'est-à-dire qu'en gros, on avait des suicides dans des sociétés sans normes, pour aller vite, et on avait aussi des suicides dans des sociétés hypernormées. Donc, en quelque sorte, vous voyez, il faut trouver, je dirais, une société suffisamment bonne qui pose des règles et des normes, mais pas trop. Il ne faudrait pas croire non plus, bien sûr, que la créativité d'un artiste ou d'un chercheur, par exemple, puisse faire fi de toute règle. Il suffit, par curiosité, n'est-ce pas, ce que j'ai fait, de consulter les contrats avec les artistes qui légiféraient les conditions d'un marché passé entre un peintre du Quattrocento et son commanditaire pour se rendre compte qu'il y avait des règles et des normes qui étaient posées. Une peinture du XVe siècle n'est pas exempte de contraintes sociales. Le peintre doit se soumettre à des prescriptions, n'est-ce pas, établies par le commanditaire, tant de onces de bleu d'outre-mer, tant de précisions techniques sur les personnages et les paysages, tant de matériaux d'or ou de pigments. Il y a des précisions extrêmes. Mais néanmoins, ce n'est pas ça qui fait la valeur. Ce qui fait la valeur, c'est l'habileté technique du peintre. Et au point d'ailleurs que certains contrats, je dirais, entre le peintre et ses commanditaires, déterminent, si vous voulez, ce qui est à la charge du commanditaire en termes de matériaux, c'est lui qui paye, et puis la rémunération du talent du maître, qui sont ses honoraires, ça vient à part. Donc vous voyez, le marché de l'art obéit à des règles qui peuvent cadrer le travail de l'artiste, qui balisent en quelque sorte ses possibilités, mais ça ne vient pas contraindre, détruire son style et sa créativité. C'est ça le point qui est très important. Et c'est là où, à mon avis, les choses ont bien changé, et je peux le dire à la fois en tant qu'universitaire, en tant que soignant, en tant aussi un peu qu'intellectuel, bien sûr, les choses ont changé. Aujourd'hui, il y a une espèce de dégradation de la valeur qui se trouve réduite au score et aux apparences, et il faut vraiment y mettre un terme, c'est vital. Le problème, il est aussi politique, puisque en faisant prévaloir une police des conduites, la rationalité formelle
et l'intérêt à court terme, l'esprit du capitalisme a favorisé des idéaux d'imposture, d'apparence et a détruit les autres valeurs éthiques. Et je crois que les choses n'ont fait qu'empirer avec le transfert massif d'un capitalisme fondé sur l'économie réelle, la production de biens ou de services, vers une économie financiarisée où la valeur est de plus en plus abstraite. À partir de ce moment-là, écrit par exemple le philosophe Michel Fer, le véritable succès d'une firme ne réside plus dans les bénéfices générés par la vente des marchandises qu'elle produit, mais bien dans le gain en capital qui résulterait de la vente prochaine de ses actions. Il faut bien comprendre, ce qui est très important, c'est que ça n'est pas simplement, si vous voulez, le propre des entreprises aujourd'hui, n'est-ce pas, ou de leur cotation, c'est véritablement cette financiarisation des économies sociales et psychiques qui s'impose. C'est-à-dire que ceux qui essaient d'obtenir un individu ou ceux qui essaient d'obtenir un laboratoire de recherche que je connais bien ou un hôpital, c'est du crédit. Et donc ce crédit, pour l'obtenir, il doit quelque part, n'est-ce pas, adhérer, coller à des normes qui, la plupart du temps, sont des normes abstraites et qui, encore une fois, produisent, n'est-ce pas, des biais considérables. Il faut bien comprendre que l'incidence sociale en tant que subjective de la redistribution du concept de valeur sur la notion d'action au sens actionnaire, plus que sur la marchandise ou le service, accroît l'importance du spectacle et de la com pour obtenir les investissements nécessaires aux individus comme aux entreprises. Aujourd'hui, ce qui se vend, au plus haut niveau politique d'ailleurs, ce qui se vend, c'est la com, ce n'est pas la force d'une parole. La spéculation favorise l'éthique de l'apparence et du semblant, elle développe l'imposture en germe dans l'échange marchand, et cette gouvernance d'entreprise au temps d'une économie financiarisée se poursuit, c'est ce point sur lequel je voudrais insister, dans le grain le plus ténu des conduites sociales et individuelles. Tous les sujets, individus ou collectifs, ou services, ou entreprises, tous doivent tout faire pour obtenir du crédit. Les travailleurs comme les employeurs doivent donc se soumettre aux mêmes normes de rationalité dans leur conduite, n'est-ce pas, aux mêmes habitus d'apparence, pour obtenir la confiance convertie en crédit dans des négociations de tous les jours. Donc du coup, c'est le temps court propre à la modernité, c'est la liquidation des relations sociales qui vont faire que les offres et les demandes de crédit vont procéder par des spéculations privilégiant davantage les apparences que la qualité des services. C'est d'ailleurs ce que disait Paul Valéry lorsqu'il disait la concurrence produit le meilleur marché, mais pas la meilleure qualité. Si vous voulez, nous vivons dans ce type de société. L'imposteur, c'est celui qui répond en martyr à l'appel d'offres social. L'imposteur, il vit à crédit, au crédit que l'opinion lui apporte. C'est le frère du jumeau du conformiste. C'est un malade de l'hyperadaptation. Et si vous avez vu ce film formidable, n'est-ce pas, de Woody Allen qui s'appelle Zélie, Leonardo Zélie, c'est cet homme caméléon qui rougit avec les rouges, jaunit avec les jaunes, noircit avec les noirs et blanchit avec les blancs. C'est une éponge vivante des valeurs de l'environnement qui finit d'ailleurs dans les rangs du nazisme auprès d'Hitler, dont il ne sera arraché que par la force de l'amour. Si vous voulez, je crois que c'est cela en quelque sorte qui nous guette, c'est une évaluation qui s'établit simplement sur notre capacité de caméléon. Dans le jeu et la fiction, dans les créations des enfants, le langage retrouve toute la puissance de la poésie, toute la richesse de la polyphonie, toute la force des équivoques par la médiation desquels le monde se révèle. C'est bien pourquoi dans le mot d'esprit ou dans le comique, l'humain retrouve la force de l'enfance, ce que Benjamin appelait le grain de l'inachevé, que brutalisent aujourd'hui les pédagogies expertales. Je cite Benjamin, la discipline que la bourgeoisie demande aux enfants est sa marque d'infamie. Alors qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, Benjamin, du modèle d'apprentissage des compétences à nos jeunes cerveaux, c'est des élèves, c'est des cerveaux, programmés par les experts du neuroscientisme qui considèrent les élèves comme des logiciels d'apprentissage à améliorer. Vous voyez, cette incitation de l'enfant à devoir s'adapter à tout prix à l'environnement, c'est une véritable marque de fabrique des traumatismes. Cette façon de faire blesse l'enfant dans sa créativité, dans son potentiel créateur. Elle le prive du jeu avec lequel il peut découvrir et créer le monde. Le pédiatre et psychanalyste, d'ailleurs, Donald Winnicott, a montré la violence de ce type d'environnement qui contraint le sujet à s'adapter à tout prix, au risque de perdre son être subjectif, son sentiment d'être vivant. Cette mutilation ontologique qu'impose un environnement qui exige du sujet une adaptation au-dessus de ses moyens, qui le prive de ses possibilités de créer et de découvrir, fabrique ce qu'on appelle en psychanalyse les personnalités as if, les personnalités comme soi, les faux soi, donc les imposteurs, les retrouvants.
Pour qu'un sujet ait le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue, il faut qu'il puisse créer ce qu'il découvre dans le monde. Et comme le précise Winnicott, je cite, « Ce qui s'oppose à un tel mode de perception, c'est une relation de complaisance soumise envers la réalité extérieure. Le monde et tous ses éléments sont alors reconnus, mais seulement comme ce à quoi il faut s'ajuster et s'adapter. La soumission entraîne chez l'individu un sentiment de futilité associé à l'idée que rien n'a d'importance. C'est ça l'hyperadaptation aux normes aujourd'hui. La créativité, alors, au contraire, se confond avec le fait de vivre et d'éprouver une expérience partagée avec les autres. Vous voyez, il y a une différence, vraiment, ce n'est pas la même ontologie. Donc il suffit à certains individus de s'instrumentaliser comme ils instrumentalisent les autres, en se métamorphosant en système comme si, en système faux-soi, en système imposteur, hyper adapté, véritable Robocop, dépourvu de toute subjectivité, martyr d'une civilisation, n'est-ce pas, qui réduit la subjectivité, n'est-ce pas, à la performance et aux excitations. De l'absence d'une expérience authentiquement subjective de la vie, n'est-ce pas, ce type de manipulateur, ce type d'instrument fait compulsivement l'épreuve sans parvenir à guérir du traumatisme de leur réification. Ce sont des normopathes, prédateurs parfaitement en accord avec les exigences sociales de nos dispositifs de normalisation. Ils sont malades, très malades, mais parfaitement adaptés. Je cite, « Ils sont si solidement ancrés dans la réalité objectivement perçue que justement, ils ont perdu le contact avec leur potentiel créateur, avec leurs rêves, avec leur subjectivité. Ils sont incapables de créer comme des caméléons, ils s'adaptent. » Hélène Deutsch, chez Winnicott, évoque cette figure de la clinique qui s'absente des événements qu'ils traversent dans une distraction radicale. Ce type de patient joue, peigne, rêve, fume, parle, ils ont des relations sexuelles, ils sont au milieu d'un groupe d'amis, ils sont sur les livres de l'analyste, mais ils remplissent leur temps, mais ils ne sont pas là. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont éteints dans leur comportement. Ce que disait Hélène Deutsch, qui est assez intéressant, c'est très curieux parce qu'on a l'impression de gens tout à fait normaux, et pourtant il y a quelque chose qui cloche, c'est-à-dire que ce qui manque, c'est leur être, le je suis. Le being, dit Winnicott, se trouve alors dissocié du faire, doing. Ils ne sont pas dans ce qu'ils font, n'est-ce pas ? Ils sont dans des scènes de spectacle où ils ne sont que accessoiristes des représentations dont les autres écrivent le scénario et qu'en bon public, ces mêmes autres consomment plus ou moins distraitement. Ils sont les prolétaires des œuvres et des actions que d'autres ont créées. Winnicott écrit « On pourrait démontrer que chez certaines personnes, à certains moments, les activités indiquant qu'elles sont vivantes sont simplement des réactions à des stimulus. Une vie entière peut être construite sur ce modèle, supprimer les stimuli et l'individu n'a aucune vie. Dans ce cas extrême, le mot « être » ne convient pas. Pour pouvoir être et avoir le sentiment que l'on est, il faut que le faire par impulsion l'emporte sur le faire par réaction. Donc, oui, pour dire autrement, et je terminerai là-dessus, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de création possible, là où manque l'imagination, faute de quoi nous risquerions, si nous ne sommes pas capables de nous garder de cette dérive, en quelque sorte, de normes densifiées et contraignantes, eh bien, nous risquerions de terminer notre vie sur une planète glacée et obscure, telle que l'a prophétisé l'économiste John Keynes, qui se plaisait à dire « Nous serions capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'ils ne nous versent pas de dividendes. » Merci. Nous allons passer pour poser des questions à M. Roland Gory. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Vous étiez tous très attentionnés et nous posons des questions à l'occasion de la table ronde.